Bonjour, nous venons de nous connecter sur le webinaire pour les médecins du RPO dans le cadre du parcours Cocon. Alors, un tout petit souci technique, Isabelle va se reconnecter sous ski. Il y a un problème d'ordinateur et elle va arriver sans tarder. En attendant, on va se présenter, nous, équipe de psychomotriciens. Alors, ce webinaire est issu d'un groupe de travail de plus nombreux psychomotriciens, une quinzaine de psychomotriciens répartis sur toute la région. Et donc, moi, je suis Perrine Thérèse-Levert, je suis psychomotricienne en libéral à Montpellier, dans le centre-ville. Il y a également, je vais laisser mes collègues se présenter, mais il y a également Céline Brassard, qui est psychomotricienne au CAMS, qui a participé à l'élaboration de ce webinaire-là et qui ne peut pas être présente avec nous aujourd'hui. Moi, je suis Marie-Michel, je suis psychomotricienne au CHU de Montpellier en réanimation pédiatrique et néonatale. Bonjour, je suis Nathalie Noack, je suis psychomotricienne en libéral et aussi j'ai travaillé longtemps en néonatologie et dans le cadre du RPO du côté ouest de la région. Isabelle, il faut remettre l'audio, Isabelle. Oui, bonjour. Donc, Isabelle Souxy, donc, pédiatre coordinatrice au réseau périnatal Occitanie, donc du côté de Montpellier. Je travaille également au CHU de Nîmes, où je travaille dans le service d'animation néonatale. Et je fais surtout des consultations de suivi du nouveau-né à risque. Et donc, je travaille également donc, ici avec Evelyne Mazurier. Et puis, donc, côté ouest de la région, donc avec Alima Bakarim qui va probablement Elle va se connecter bientôt. Elle était en train de... qui va se connecter bientôt, d'accord. Et donc, Christophe Savanier. Et puis, Jean-Claude Semet, qui est également donc avec nous dans l'équipe Cocon, donc au niveau de la coordination médicale. Et pour donc le chef de projet, donc Caroline Delarue, qui n'est pas là ce jour, et donc Déborah Salmon, qui va se présenter elle-même. Oui, Déborah Salomon, assistante de coordination à Toulouse pour RPO et Cocon. Voilà. Donc, on va peut-être... Je crois que là, Lima, elle est en train de... Oui. Bah, peut-être elle a quelques soucis techniques. On commence. Bon, on va commencer. Donc, déjà, pour rappel, le parcours Cocon, c'est une expérimentation sur 5 ans donc, qui a été établie donc, en Occitanie, au sein donc, du réseau périnatal Occitanie, mais également en région Nouvelle-Aquitaine et région Méditerranée, avec des évaluations qui seront prévues donc, à 2 ans et à 5 ans, dans l'optique de généraliser l'ensemble du parcours au territoire français. Donc, il permet le suivi et les prises en soins ultra précoces des enfants par des professionnels formés et que ce soit un suivi identique, quel que soit le lieu de vie et le niveau social de la famille. Alors, à qui s'adresse ce parcours? Donc, vous avez sur cette diapositive l'illustration des différents critères donc d'inclusion dans le parcours. Et ces critères d'inclusion, ils ont été donc mis en parallèle avec donc les critères recommandés par la Haute Autorité de Santé, donc les critères, les enfants à risque de troubles du neurodéveloppement. Ces enfants ont en fait 2 à 3 fois plus de risque, 2 à 3 fois plus que la population générale de développer un trouble du neurodéveloppement. Donc, le parcours. Donc, l'enfant peut être repéré en période néonatale pour certains critères, notamment donc, la menace d'accouchement prématuré, les malformations congénitales, l'exposition aux toxiques. Mais l'inclusion se fera soit au niveau du service de maternité, soit en néonatologie, donc le jour de la sortie de l'enfant. Ces enfants donc, sont inclus dans les centres 3 par les
puéricultrice, mais dans les autres centres par les médecins en général. Les informations donc sont relatées donc sur le système d'information SPICO, après donc consentement par les familles. Et un examen donc d'inclusion est réalisé le jour de la sortie par le pédiatre ou par le médecin donc qui inclut l'enfant. Le suivi, donc vous le connaissez déjà, donc c'est le même que donc dans le réseau périnatal Occitanie. Il est donc coordonné par le médecin référent et donc il permet donc une prise en charge globale de l'enfant et individualisée. Et donc c'est l'ensemble des professionnels qui vont donc s'occuper de l'enfant et qui vont donc suivre cet enfant et le prendre en charge sera inclus dans le cercle de soins, qui permettra d'avoir accès à l'ensemble des données médicales de l'enfant. La diapositive suivante. Donc, le parcours. Donc, comment sont donc prescrits les prises en charge, donc les soins des enfants. Donc, les prescriptions, elles se font donc lors des consultations médicales. Donc, le pédiatre ou le médecin donc, va donc préconiser une prise en soin, par exemple de la psychomotricité, donc ici, et donc il va donc le prescrire au niveau donc du système d'information SPICO. Quand il prescrit donc la prise en soin, donc il peut avoir accès à une liste de professionnels qui pourrait être donc donnée aux parents afin que l'enfant puisse bénéficier donc d'une rééducation au plus proche de chez lui. Donc, il y a 2 forfaits donc, qui ont été préconisés au cours de ce parcours, avec une priorité, bien sûr, pour les forfaits de soins précoces, donc, et qui permettent donc de prescrire l'ensemble des rééducations ou des prises en charge donc, préconisées sur une période d'1 an qui est renouvelable 1 an. On peut également prescrire des prises en soins plus tardives, à partir donc de 3 ans, pareil, renouvelable 1 an, mais seulement pour les enfants qui sont nés donc dans la période qui sont inclus dans la période de l'expérimentation. Diapositive suivante. Alors, le repérage des signes précoces. Donc, en fait, il s'inclut dans l'histoire sensorielle, sensitive, motrice de l'enfant, mais également dans l'histoire parentale. Et donc, elle nécessite en fait ce repérage d'une prudence dans l'interprétation des signes, mais aussi dans l'impact des mots qui vont être dits aux parents, dans l'écoute donc des parents, mais également il faut donc savoir donc être dans un compromis entre donc l'écoute des parents et l'attentisme passif. Diapositive suivante. Alors, quels signes donc vont nous faire prescrire de la psychomotricité? Donc là, j'ai repris en fait l'ensemble des signes que vous avez dans les fiches de prescription, donc des fiches de consultation, donc à chaque âge clé, et notamment donc dans le domaine affectif et socialisation. Vous avez donc des items d'ajustement postural, accordage affectif, tolérance aux manipulations, qualité des interactions. Et donc, les signes d'alarme qui sont là ici en orange, donc qui peuvent être donc cochés, c'est surtout donc interagir avec sollicitation assistante, où jamais l'enfant n'est jamais à l'initiative de l'interaction, ou fuit du regard, ou un enfant qui ne regarde pas pendant la TV, qui se focalise sur un objet ou de la lumière, qui ne suit pas les objets, ou encore des soins corporels du quotidien qui sont mal supportés. Donc, tous ces signes-là, en fait, vont nous interpeller. On sera d'autant plus inquiet s'il n'y a bien sûr pas d'interaction, avec un évitement de l'enfant ou un enfant qui se détourne, s'il y a une hypo ou une hyperactivité à des stimulus sensoriels, tactiles ou visuels,
mais également à des mouvements répétitifs stéréotypés. Au niveau du comportement, c'est un enfant en fait qui peut pleurer souvent et qui est difficile à contrôler, même dans les bras des parents. Donc, avec un enfant qui peut être soit incontrôlable, mais qui peut aussi paraître inexpressif ou peu expressif, pardon. Donc, ce sont aussi des petits signes, en fait, lors des consultations qui doivent nous interpeller. Un enfant qui est énormément calme également, qui se fait oublier. Voilà. Et donc, un enfant, bien sûr, donc hyper excitable ou hypoexcitable doivent aussi attirer notre attention. Au niveau de la socialisation, si l'enfant n'acquiert pas son sourire, ce qu'on appelle le sourire social, aux alentours de 7 semaines, entre 7 et 9 semaines, ou n'a pas d'attention conjointe, il faut aussi donc s'interroger effectivement sur son développement et peut-être faire intervenir donc une prise en charge en psychomotricité pour l'aider en fait à se repérer dans son corps. Moi, Isabelle, si tu permets juste, je vous rappelle que ces signes-là, vous les avez sur les cahiers cocon. Donc, ils sont repris tels quels, comme elle les a mis Isabelle. Les domaines aussi du développement, on avait à cœur de reprendre les domaines du développement comme ils ont été publiés dans les recos HAS que vous retrouvez sur le site de l'HAS, les recos de 2020. Mais si vous voulez aller encore plus loin dans des signes beaucoup plus fins, parce que clairement, les signes sont assez parlants, des signes encore plus fins, normalement, vous avez dû tous, si vous êtes médecin référent, reçu le livret qui a été réalisé par le groupe Psychomote, qu'on remercie énormément, qui a été piloté par Nathalie. Ce groupe qui nous a permis de publier, on n'a pas vraiment publié, mais en tout cas, on l'a édité, on vous l'a transmis. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à envoyer un mail à Déborah. Normalement, vous avez reçu un petit livret bleu avec des signes transversaux et des signes paragestationnels qui finalement résument les indications de prise en charge en psychomotricité. Oui, tout à fait, oui. Donc après, j'avais repris aussi quelques exemples donc, de domaines moteurs qui peuvent effectivement donc, nous interpeller également. Donc au niveau de l'activité motrice spontanée, mais également de la régulation tonico-posturale. Donc, la coordination œil-main-bouche et bien sûr donc des éléments donc de développement, donc de retard de développement au niveau de la motricité fine. En ce qui concerne le niveau moteur, donc on peut effectivement pour certains enfants penser plutôt à mettre en place de la rééducation par de la kinésithérapie. Mais il faut savoir que la psychomotricité peut également s'intégrer et donc il peut y avoir des prises en charge, des prises en soins, pardon. Donc, couplées kinésithérapie et psychomotricité. Donc, et la psychomotricité là, permet d'intégrer donc les changements donc induits par la kinésithérapie sur le schéma corporel et l'image du corps. Donc, l'intérêt parfois donc de jumeler donc les deux prises en charge. Diapositive suivante. Donc là, c'était deux petites vignettes cliniques donc pour vous illustrer justement des exemples de situations où on va donc prescrire de la psychomotricité. Donc Léo, c'est un enfant donc né prématurément à 28 semaines d'aménorrhée avec un poids de naissance à 1 kg. Il n'y avait pas d'autres particularités, pas de lésions neurologiques, une évolution simple entre guillemets dans le service, en tout cas habituelle. Une consultation donc aux 3 mois d'âge corrigé. Alors, les parents signalent surtout des troubles du sommeil. C'est un enfant qui a un défaut de régulation tonico-émotionnelle, qui pleure beaucoup, qui est souvent en hypervigilance. Donc, il y a au niveau du contact oculaire, vraiment, on le sent vraiment toujours en hypervigilance, qui a peu de vocalisation, avec une diminution de l'activité générale. Ses parents sont épuisés et ne savent pas comment faire pour le calmer. Donc là, il faudra quand même éliminer, de toute façon, faire un bilan quand même auditif et visuel.
être sûr que le bilan auditif a été réalisé, donc les potentiels bloqués auditifs, faire un bilan visuel par rapport donc effectivement à ces signes visuels, mais la psychomotricité en tout cas peut soutenir cet enfant et cette famille aussi. L'autre vignette clinique, donc Jordan, excusez-moi, c'était 6 mois, je me suis trompée. On est dans un contexte d'anoxoïschémie, donc qui, en fait, lors de la consultation, pleure énormément. Donc, se met en retrait, il y a une appréhension dès qu'on essaie de l'examiner, on a du mal en fait à l'ausculter. Dès qu'on approche le stéthoscope, il se met à pleurer alors que quand on discute avec lui et quand on le prend dans les bras, il ne pleure pas. Et il a une agitation psychomotrice importante pour son âge. Il se désorganise facilement donc à la mobilisation dans l'espace. Donc dès qu'on l'examine, on le sent complètement désorganisé. Donc bien sûr, donc on va quand même être sûr que cet enfant n'est pas mal. Et donc c'est un enfant qui pourrait bénéficier aussi de psychomotricité. On va donc voir juste cette petite vidéo voilà, de cet enfant, donc qui est pris par sa maman. Alors, on n'a pas le son, donc c'est un enfant en fait qui pleurait donc au cours de à la fin de la consultation, qui a pleuré pendant tout l'examen clinique également, enfin une partie de l'examen clinique. Et c'est un enfant en fait qui bon a trouble tonique, hein, on le voit, hein, donc il garde quand même sa tête bien en arrière, donc il est hypotonique, mais qui on le voit bien également à des difficultés de régulation. Voilà. On va passer à la suite et puis on prendra toutes les questions à la fin. Voilà, du coup, je vais commencer à vous faire notre présentation. Donc, l'idée, c'est de vous rappeler un peu de notre point de vue, du point de vue des psychomotriciens, ce qui nous questionne, ce qui nous intéresse, ce à quoi on est sensible et attentif dans le développement de ces enfants-là. Voilà, pour rappeler un petit peu dans toute l'histoire en fait néonatale de ces enfants, que ce soit lié à la prématurité ou d'autres problématiques qui amènent à être inclus dans le parcours cocon. Nous, les psychomotriciens, ce à quoi on va être intéressé au sujet de leur histoire, c'est ces éléments-là qui vont évidemment colorer leur parcours de développement. Et l'idée, c'est que ça ait le moins d'impact possible, parce que c'est vécu, mais comment faire pour que ça ait le moins d'impact? Et c'est là qu'on intervient généralement. Donc voilà, on a remonté au niveau du vécu corporel, hein, les enfants qui ont quand même des soins assez intrusifs et douloureux, souvent qui ont du mal à explorer leur corps du fait de la gravité qui empêche ces conduites de regroupement et d'exploration pour peu que l'installation soit pas optimale. Ces enfants qui ont aussi parfois pas mal de troubles digestifs, reflux, etc., et qui peuvent se replier sur ces sensations qui font exister leur corps. Les rythmes, évidemment, de sommeil, d'alimentation, etc., qui sont perturbés. Donc, tout ça qui peut avoir un impact aussi, tout ce qui concerne leur organisation tonico-posturale et motrice, le fait qu'ils perdent leur posture spontanée in utero d'enroulement, que leurs installations les limitent avec la gravité dans leur motricité, qu'on se retrouve avec une désorganisation au niveau du tonus et des perturbations qui sont du coup empêchées. Le fait que ces hospitalisations-là, elles ont un impact assez conséquent au niveau de l'oralité chez ces enfants, à la fois parce que la chaîne narrative de l'alimentation perturbée ne peut se réaliser très souvent, et aussi par toutes les dystimulations induites par l'hospitalisation, par les soins.
tout le côté relationnel affectif hein, qui nous mobilise beaucoup, les psychomotriciens. Cette capacité de s'accorder à l'enfant qui sont fragilisés avec le parent qui perd un peu son rôle de parent, hein, qui se retrouve face à un professionnel qui fait à sa place et difficulté de trouver son ajustement là-dedans. La séparation, on le sait, hein, c'est rare les chambres parents-enfants dans nos services, euh, tout au long de l'hospitalisation. Et du coup, bah, cet attachement voilà, qui va être perturbé et l'impact qu'on connaît sur le développement psychomoteur de l'enfant. Et puis, bah, voilà, tout ce qui est environnement sensoriel stimulant, on les connaît, ces stimulations de la néonatologie qui peuvent entraîner des irritabilités sensorielles et des difficultés de compréhension des différents flux sensoriels qui arrivent à l'enfant. Du coup, sur la diapo suivante, voilà, un rappel très rapide, mais on le sait, ça aussi, les études le prouvent vraiment de l'impact en fait de la prématurité sur les troubles du neurodéveloppement de l'enfant. C'est évident, avec un impact à la fois sur la motricité, les fonctions exécutives et tout ce qui est socio-émotionnel. Alors c'est sûr qu'il y a tous les CAMS, etc. pour les enfants qui sont nés vraiment très prématurément, mais on revoit sur ces études que pour les enfants nés entre 25 et 34 semaines, il y a aussi des conséquences. Donc d'être vigilant pour ces enfants-là aussi. La diaporama suivante, voilà, les grands, ce qui nous aide, hein, ce qui nous appuie, ce qui nous permet vraiment de dire qu'on a notre rôle, c'est ces recommandations de l'HAS qui disent qu'il faut faire des interventions précoces dès la sortie de la néonatologie, avec une guidance parentale et des interventions auprès des enfants. Et le rapport des 1000 premiers jours aussi, qui rappelle vraiment que cette première année, faut pas la laisser passer, il faut pas trop attendre, voilà. Et de vraiment intégrer les parents comme partenaires de soins. La diaporama suivante, voilà, le rappel, vraiment, je pense que ce à quoi on est très accroché aussi en psychomotricité, je pense que les kinésithérapeutes aussi beaucoup, c'est cette notion de période sensible qui a été développée du coup par Roger Vasseur. Ces périodes sensibles, là, c'est ces périodes de développement pendant lesquelles l'enfant est particulièrement réceptif à l'influence de certaines expériences et que passé ces périodes-là, ça devient vraiment difficile, voire impossible de reprendre un développement normal si l'enfant n'a pas bénéficié de stimulation spécifique. Et je pense que ce qui nous touche tous les psychomotriciens dans notre pratique, c'est qu'on reçoit parfois les enfants tardivement, alors que ces périodes sensibles, c'est vraiment le premier trimestre et le deuxième trimestre de vie. Le premier trimestre, c'est vraiment ce moment avec où on observe ces mouvements généraux, là, cette motricité spontanée, l'art pour l'art, avec ces réactions d'orientation asymétriques toniques qui permettent de comprendre plus sensoriel, les informations sensorielles qui entourent l'environnement de l'enfant. Donc de l'importance de permettre cette motricité et de permettre ces orientations et pas rester bloqué dans des postures plutôt réflexes. Et le deuxième trimestre qui est aussi essentiel, qui est ce trimestre d'intégration de l'équilibre entre la flexion et l'extension. Cet équilibre flexion-extension, c'est la base de toutes les coordinations. Et ce qui est aussi ce qui concerne aussi l'intégration du bas du corps. Donc voilà, c'est vraiment la base de la motricité future avec aussi pendant cette période vraiment l'intégration des figures d'attachement familière. Donc voilà, parfois on prend un peu son temps et c'est vrai que ces deux périodes-là, enfin ces deux premiers trimestres, 6 premiers mois sont vraiment essentiels pour nous pour avoir une action en précocité et de courte durée. Et donc de vraiment le travail du psychomotricien là-dedans, c'est le posturage, le partage émotionnel et adapter l'environnement sensoriel à l'enfant pour permettre un développement le plus harmonieux possible. Il n'y a pas de micro, du coup, chez vous. Oui, pardon. Merci. Les petits problèmes techniques de micro. Donc, je prends la suite de Marie.
En fait, comme vous avez compris, on est plusieurs dans le groupe des psychomotriciens à avoir travaillé en néonatologie. Et donc, on a une vue aussi du parcours des bébés et de ce que ça peut faire dans le temps. Voilà, et du coup, on voulait vous dire que finalement, avec l'expérience acquise grâce au réseau depuis plus de 15 ans, on se rend compte que il y a certainement des choses à regarder du côté de la prévention, c'est-à-dire de permettre d'accompagner le développement du bébé, les interactions parents-enfants, le vécu des parents de manière précoce. Attends, pardon. Ah, pardon, c'était Alima parce qu'elle venait dire qu'on n'avait pas de son, je crois. Voilà, de pouvoir faire ça. Évidemment, on est quelques-uns à pouvoir le faire parce qu'on s'est orienté vers la prise en charge très, très, très précoce. Voilà, donc cette prévention, on va le détailler un peu après, mais c'est de pouvoir se dire qu'il y a un certain nombre de soins qui ont été dispensés durant la phase d'hospitalisation. Il y a quand même de plus en plus de psychomotricité, de psychomotriciens dans les néonates, et de pouvoir accompagner ceci pour éviter des phénomènes de discontinuité finalement dans la prise en charge, un moment qui est particulièrement délicat où les parents qui ont été très, très, très entourés, très soutenus, très guidés dans un environnement qui est extrêmement anxiogène vont se retrouver à rentrer à la maison avec leur petit bébé. C'est une nouvelle histoire qui commence. Mais bien souvent, pratiquement souvent, les parents nous ont dit dans l'après-coup, parce qu'ici à Toulouse, par exemple, on avait organisé des groupes de parents post-hospitaliers, ont bien exprimé le sentiment d'avoir été lâchés, de se sentir tout seul, de devoir voilà, refaire un peu l'histoire de ce qu'ils avaient vécu de manière isolée et que ça, c'est complexe. Mais aussi, souvent, ils racontent qu'ils ont eu du mal à comprendre leur bébé. Voilà, donc cette prévention, elle est sur la construction précoce du développement et de la reprise du lien ou une autre forme de lien et d'interaction parent-bébé après cette histoire complexe, douloureuse. On sait qu'il y a aussi des risques connus précocement, et ça, ce sont des risques que vont donner souvent le service lui-même hein, de la néonatologie ou le service d'hospitalisation. Alors, il y en a plusieurs. C'est sûr qu'on a tendance à faire encore plus attention au développement du bébé quand il y a eu des éléments de HIV 3, par exemple. Mais même si c'est 2, on fait un peu plus attention. On sait que les enfants qui ont eu des bronchodysplasies, ce sont des enfants qui ont été soumis à des stress plus importants, avec des facteurs de régulation moindres pendant la phase d'hospitalisation. On sait que les enfants qui ont une durée d'hospitalisation longue sont des enfants qu'il faut accompagner davantage pour restaurer la trajectoire et l'impact de l'hospitalisation. On sait aussi que les enfants qui ont eu des parcours un peu chaotiques pendant la néonatologie sont des enfants auxquels il faut faire beaucoup plus attention. Voilà. Alors souvent, quand on est sorti d'affaires, un peu, on a l'impression que c'est bon, mais on oublie un peu que le passé va quand même s'infiltrer dans le présent et que cette expérience néonatale, c'est une expérience qui ne s'élimine pas très bien, en fait. Et nous, les psychomotriciens, on commence à avoir un peu l'habitude, ainsi que les médecins, de cette histoire. C'est qu'on voit bien que les bébés, au début, se restaurent un peu à la maison et on voit ressortir un certain nombre de signes après, hein, dans les premiers mois de la vie. Suivante. Donc, en fait, notre idée et la prise en charge, elle repose sur un certain nombre de choses. Alors, ce sont des petits ronds des petites bulles qu'on a fabriquées, mais on n'a pas fait de flèches parce qu'en fait, il y en aurait beaucoup qui pourraient s'installer un peu partout entre ces différentes bulles. Mais en gros, ce qui nous importe, c'est d'essayer de restaurer ce vécu qui est un vécu stimulant et un vécu qui a été, comment dire? Comme le bébé souvent, en cas de prématurité est né tôt ou même à terme, il va être privé, d'une expérience naturelle. Donc, du coup, ça va faire des carences et ce bébé, il est moins mobile, il a souvent été maintenu aussi d'une certaine manière et ça, ce sont des carences primaires.
Mais lorsque le bébé a vécu des dystimulations et en situation de stress, la petite bulle verte que vous voyez sur la droite, eh bien, ce bébé, il va le manifester le plus souvent par, par son corps. Donc, c'est ce qu'on a appelé les désorganisations corporelles. Alors, ce sont des bébés qui poussent beaucoup. Alors on dit que souvent c'est normal quand le bébé est prématuré, mais alors pas du tout. C'est absolument pas normal. Si vous avez dans votre consultation des bébés, qui poussent, qui ont une voix chevrotante, qui se mettent dans certaines positions, quand, on les prend dans les bras ou quand on change de position ou même quand on s'approche d'eux, tout simplement, hem, évidemment ça, ce sont des signes, de stress sensoriel, persistant. Alors, quand le bébé a des signes de stress sensoriel persistant, son vécu positif, il ne peut pas le vivre. Donc, il faut qu'on arrive à la fois réduire ça et à la fois faciliter un vécu positif pour restaurer quelque chose et que le bébé ne se retrouve pas à vivre de manière prolongée ces situations. Et puis, il y a une autre raison, c'est que un bébé qui a ces désorganisations, corporelles et qui a des stress, ça va mettre à mal, la relation parent-enfant. C'est-à-dire que les parents ne comprennent pas la réaction du bébé et du coup, ont du mal à s'ajuster à leur bébé dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il pourrait manifester. Alors moi, j'ai l'expérience très claire en néonatologie, c'est que quand on fait ça et qu'on réduit ses stress et qu'on redonne au bébé Heu, un un confort corporel. D'abord, on augmente sa mobilité, générale. 2, les contacts, corporels entre le parent et le bébé et ce bébé va s'exprimer différemment et alors là, les parents, ils sont en capacité de sentir que leur bébé est différent, que l'état peut changer à la faveur de certaines choses qui se passent, dans l'environnement ou avec le bébé et à ce moment-là, ils rentrent dans une meilleure compréhension de leur bébé. Donc, ils vont plus décoder, les réponses de leur bébé, plus s'ajuster, plus apporter la régulation, ce qui est un facteur de guérison, finalement, ou on l'espère, un facteur, de guérison de toute cette histoire. Voilà et nous, on va agir aussi sur, les désorganisations toniques parce qu'il faut savoir que ça aussi, ça persiste dans le temps. C'est-à-dire que ce sont des bébés qui ont déjà lutté pendant la phase, hospitalière, ont déjà, marqué dans leur corps des choses, donc ils adoptent des positions. Puis quand ils les adoptent et finalement ils sont mal. Vous allez avoir des bébés, peut-être que vous verrez, dans votre consultation par exemple, quand on s'approche d'eux, tout d'un coup, hop, le tonus lâche. Le bébé, a les bras qui tombent ou, part un petit peu en arrière, c'est pas de l'extension. Voilà, bah, ça, ce sont des bébés qui ont des désorganisations toniques à point de départ de stress, hein, que vous pouvez, observer. Voilà et nous, ce que nous allons regarder toujours, c'est dans cette histoire, si on n'a pas participé à l'histoire néonatale, est-ce qu'il reste des signes de souffrance, chez le bébé? Est-ce que ce sont des bébés qui pourraient se mettre en retrait ou ce sont des bébés, qui peuvent vous paraître un peu figés? Alors ça, c'est un signe de saturation plutôt, hein, sensorielle. Des bébés qui vont être excitables, ou qui vont beaucoup dormir ou voilà, des choses un peu comme ça, qui font qu'on se dit, «Ouh là là, il faut aller un peu regarder de plus près ce qui s'y passe. Comment les parents vivent ça? Comment le bébé vit ça? Et est-ce qu'on peut trouver un peu des points d'appui pour, améliorer cette situation?» Voilà, donc ça, c'est au tout début de la vie et un peu plus tard, ben, on va faire attention à un certain nombre de choses. Alors comme vous l'a dit Halima, ce sont des signes qu'on a quand même répertoriés, dans le livret, sur les signes d'alerte, précoces. Donc dans les choses générales évidemment, mais ça je pense que vous êtes tout à fait, au cœur de ce problème. Si vous trouviez que le développement psychomoteur de l'enfant est un peu lent, un peu laborieux, que vous trouvez que d'une consultation à l'autre, ça change, mais c'est pas non plus, extraordinaire, hein. Si vous sentez qu'il y a une petite lenteur, à ce moment-là, ça vaut quand même le coup d'aller regarder. Parce que quelquefois, on a des enfants qui sont j'allais dire, dont le développement est infraordinaire, mais finalement, il y a tout un tas de signes sur la construction qui font que ça va ralentir le développement.
Ensuite, il y a des signes que vous connaissez assez bien, je pense, si la motricité vous paraît saccadée, si vous la trouvez lente, si vous trouvez qu'il y a des particularités toniques, si vous trouvez que l'enfant a du mal à faire les choses qu'il souhaite faire ou à s'organiser dans la finalité, qui se disperse, c'est qu'il n'arrive pas à aller jusqu'au bout de son action. Et enfin, ce qu'on trouve souvent aussi, c'est le niveau de régulation motrice. Ça veut dire qu'il y a des bébés ou des petits-enfants qui doivent pouvoir avoir des moments d'animation, mais aussi des moments où ils se calment, où ils reprennent, où on a une espèce d'un petit peu de danse comme ça. Et si jamais on n'a pas cette régulation motrice, ça veut dire qu'on va avoir probablement des soucis ultérieurs. Alors, vous aurez souvent les petits dont on ne s'est pas très bien occupé, vous aurez souvent, au courant de la 2e année, plutôt souvent des plaintes des parents de type activité un peu intense et un profil d'enfant, où on a ce niveau d'activité un peu élevé, mais par contre, des difficultés d'intégration perceptive. Alors ce sont souvent des enfants qui analysent lentement l'environnement, qui ont beaucoup de difficultés à analyser, plusieurs canaux en même temps, c'est-à-dire entendre et voir, marcher et surveiller l'environnement, s'arrêter quand ils entendent quelqu'un qu'ils ne voient pas. Voilà, des choses de ce type-là, c'est très, très classique du niveau de la 2e année et on sait que ces enfants, eux, ont eu des difficultés précoces et ça va ressurgir, au moment où le développement doit être plus compliqué. Donc voilà, des enfants qui ont cette lenteur d'intégration perceptive, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent. Et ces enfants-là, en particulier, ils ont beaucoup de mal à comprendre les scénarios. C'est-à-dire, comment on agit ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils ont ce défaut de surveillance ou d'intégration et ils ont du mal à comprendre le comportement de l'autre, à s'arrêter pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Voilà, des choses comme ça, c'est très, très classique du développement de la 2e année et si on peut faire quelque chose avant, eh bien évidemment, c'est beaucoup mieux. Ensuite, ces petits qui ont vécu des choses désorganisantes dans le début de la vie, on va le retrouver un peu plus tard. C'est-à-dire, dans, leur capacité de continuité de l'action ou quand ils vont changer de position et aller, chercher quelque part, dans l'environnement et bien, finalement, on a l'impression qu'ils perdent leur repère dans leur déplacement ou dans toutes les transitions où le petit peut montrer des phénomènes de désorganisation, alors qu'ils sont un peu plus complexes évidemment que, chez le bébé, hein. C'est enfants qui peuvent se mettre au sol, qui peuvent se mettre à faire des activités qui ne sont pas très cohérentes, qui peuvent paniquer, à la sortie d'une pièce, qui sont désorientés lorsqu'il y a des changements, dans, dans le passage d'une activité à l'autre. Voilà, on peut trouver, ce genre de choses. Donc nous, on est très, comment dire? Très orientés sur le fait qu'on fasse très, très attention à ces enfants pour lesquels il y a la persistance de stress sensoriel parce que malheureusement, ça dure dans le temps et il faut s'en occuper tôt. Ces bébés qui vont mettre, qui ont du temps à se réguler, où les parents ne comprennent pas toujours, qu'est-ce qui est agent de désorganisation et nous, on a un travail à faire important pour relever un peu tous ces facteurs de désorganisation, aider les parents à le comprendre, à s'approcher de ça et à le vivre un peu différemment. Heu et mmh et on a un travail à faire aussi, sur le fait que beaucoup de bébés qui ont vécu cette expérience-là, ce sont des bébés par saturation sensorielle, par difficulté d'interaction précoce qui vont, manifester ce qu'on appelle une hypoexpressivité, hein. C'est-à-dire des petits qui ont le visage un peu lisse, qui pleurent pas beaucoup en réalité, mais qui vont plus le manifester avec le corps, qui vont se tendre, des bébés pour lesquels on va facilement aller pouvoir chercher l'expression joyeuse quand on partage, mais on se rend compte que chez beaucoup, les expressions négatives, elles sont amoindries. C'est-à-dire, ces enfants qui pleurent peu, qui se mettent pas en colère, qui protestent pas, qui, ont eu une telle expérience pour, supporter ce qu'ils ont eu supporter que ça persiste dans le temps et c'est un peu comme si ça avait été, brûlé en quelque sorte, hein, et qu'il faille revenir sur ce chemin, émotionnel et d'une expérience partagée, voilà. Et notre travail, c'est un peu ça, de s'articuler sur, de s'articuler sur ce que vit le bébé, mais aussi ce que vivent les parents, pour essayer de faire en sorte, que, cette rencontre, elle se fasse à partir de signes qui ont du sens pour eux, de pouvoir aussi verbaliser, toutes les inquiétudes qu'ils peuvent avoir
Et on sait que pendant nos séances, ça, c'est possible parce que, les parents trouvent un cadre pour se poser et parler de leur bébé. Voilà. Je passe, la parole à Perrine. Je prends la suite. Alors maintenant, on va vous parler très concrètement plus de ce qui se passe dans nos séances de psychomotricité. On adressait un Excuse-moi, peu- Perrine. Oui, Perrine, excuse-moi, Oui. on aimerait passer juste un petit message avec Caroline parce qu'après, il faut Oui. qu'on quitte, on vous quitte parce qu'on a une autre réunion juste après. Bon, moi, je tiens à remercier déjà tous les médecins qui sont présents là aujourd'hui pour leur présence et aussi pour les efforts que vous faites pour le suivi des enfants. Aujourd'hui, on a inclus 1334 enfants cocons. Il y a eu pratiquement 1200 consultations médicales. Juste pour vous dire que quand on a construit le cahier de charge, on a demandé un financement pour 30% de rééducation pour l'ensemble des enfants. Et on a l'évaluation qui est en train d'arriver. On est un petit peu en dessous de ce à quoi on s'attendait au niveau de la psychomotricité. C'est-à-dire que pour l'instant, on a 6842 séances de kiné pour les enfants inclus et uniquement 26 séances de psychomote. Et pour les bilans, on a 309 bilans kiné et uniquement 24 bilans psychomote. C'est-à-dire qu'au niveau de l'évaluation, si on se rend compte qu'on a besoin finalement que les enfants ils ont moins de psychomote que ce qu'on avait prévu initialement, le financement qui va passer dans le droit commun il sera moindre. Alors, on ne l'a pas inventé le chiffre qu'on avait demandé, on l'a inventé sur l'expérience qu'on a au niveau des dérogations tarifaires à l'ouest de la région, parce qu'il y a eu tout un travail qui avait été fait grâce au groupe de travail des psychomotes, et on avait quand même, on continue à avoir pas mal de psychomotricité qui est prescrite et qui est financée par le réseau. Aujourd'hui, on est en dessous des attentes, enfin en tout cas de ce qu'on faisait avec les dérogations tarifaires avec Cocon, peut-être parce que aujourd'hui, Cocon, c'est sur l'ensemble de la région et qu'il y a peut-être des habitudes qui ne sont pas les mêmes voilà, un peu partout au niveau des territoires. Je tiens juste à vous sensibiliser par rapport à ça. Si vous avez un doute, vous ne savez pas trop, vous prescrivez un bilan et le psychomote va vous dire si oui ou non l'enfant a besoin de rééducation. N'hésitez pas, le financement est là. Si on ne l'utilise pas, on va le perdre. Voilà, c'était juste un petit message qu'on voulait vous passer avec Caroline avant de vous quitter. Merci, au revoir. Alima. Merci Alima. En effet, c'est Bon un webinaire. message Au revoir. précieux. C'est un message précieux et important. Donc, je vais vous reparler de ce qui se passe concrètement dans nos séances de psychomotricité. Donc, vous l'avez compris, on travaille sur les deux versants, hein. On travaille auprès de l'enfant et on travaille auprès du parent et on travaille sur cette relation-là entre les deux. Donc, auprès du parent, c'est vraiment un travail conjoint avec les parents. Le parent est partenaire de soins dans nos prises en soins. On est là pour soutenir les parents dans leur place de parents de leur enfant, se réapproprier cet enfant. Ça a été déjà bien développé, hein, ce moment, notamment Nathalie en a reparlé, des parents qui pouvaient dire a posteriori, ce moment-là où ils étaient en retour à la maison, ils se sentaient quand même un peu lâchés, un peu tout seuls et finalement, ils ne savaient pas qui était leur enfant. Donc au cœur de nos séances, c'est aussi ces moments-là de pouvoir leur permettre de découvrir aussi leur enfant, de découvrir leurs compétences et de surtout valoriser tous les savoir-faire qu'ils ont. Hein, c'est des parents qui, pour certains, peuvent être toujours en attente un petit peu de validation des professionnels pour être avec leur enfant. On sensibilise beaucoup aux besoins posturaux et sensoriels de l'enfant au quotidien, dans tous les temps du geste de la vie quotidienne, le portage, le change, l'habillage, leur montrer combien ces temps-là sont précieux aussi pour soutenir le développement psychomoteur de leur enfant. Et puis combien tout ce travail de posturage initial peut les aider à développer leurs compétences. L'attention, elle est portée au vécu parental, bien sûr, à tout ce qu'ils peuvent nous dire. Et c'est de la co-observation plus, vraiment avec eux de leur enfant. On est là pour lire les signaux, pour décoder ce qui se passe pour l'enfant, les besoins, comment on y répond de façon très ajustée. On observe, on commente beaucoup de ce qui se passe là sur nos tapis, ce que font ces bébés. On commente tout le temps ce qui se passe. Qu'est-ce qui se joue dans le lien, qu'est-ce qui se joue pour le bébé, qu'est-ce qui se joue pour le parent, en tout cas de ce qu'on en comprend. Et on accompagne le parent comme ça à investir l'enfant dans son être sujet, au-delà de tout ce passé de difficultés et de fragilité somatique. Les séances de psychomote, c'est vraiment cet espace-là d'ancrage corporel pour traverser le vécu d'hospitalisation, de la pathologie. Nathalie a vraiment bien expliqué ça. On l'a vu aussi dans la petite vidéo d'Isabelle, hein, combien le travail auprès du parent est important sur les gestes auprès de leur enfant, sur ces compétences-là, cette façon de porter l'enfant,
comment par le positionnement qu'on a du bébé, on peut limiter toutes ces dérégulations toniques. Voilà. Diapo suivante. Donc, on agit bien sûr aussi auprès de l'enfant. On a fait des petits engrenages là parce que bien évidemment, tout ça est très, très, très imbriqué. Les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Donc, on regarde comment il fait, ce qu'il peut faire, les éléments psycho-affectifs qui sont présents là au moment de la séance, ce qui l'anime, ce qui le freine et surtout dans quel but aussi il fait ce projet moteur-là. Donc, dans quel but, quelle est l'intention de son geste, quel est son projet psychomoteur, comment il intègre les fonctions sensorielles, comment il intègre tous ces flux, comment il met tout ça en route et pourquoi il le fait. Mettre du sens à ses capacités motrices. Les éléments, comment il fait, c'est vraiment les éléments qualitatifs, hein, le tonus, comment il interagit, comment il explore ce qu'il en fait et surtout, est-ce qu'il y a une continuité dans l'attention, est-ce qu'il y a des temps de lâchage ou est-ce que l'enfant est là dans son action du début jusqu'à la fin. La qualité de l'attachement, bien sûr, toujours, on a ça en tête. Les éléments quantitatifs, hein, on se base là-dessus. Qu'est-ce qu'il peut faire en fonction de son âge de développement, là où il en est de son chemin psychomoteur, de ses compétences. Voilà. Et bien sûr, sa disponibilité, les éléments psycho-affectifs, sa disponibilité, son engagement, son envie, sa curiosité. Qu'est-ce qui peut le freiner? Qu'est-ce qu'il voudrait faire mais qu'il ne peut pas? Donc tous ces éléments-là sont là auprès de l'enfant et on vient soutenir tout ça par les propositions qu'on peut faire et par tout au long de notre séance de psychomotricité. La diapo suivante. Donc concrètement, on donne les appuis posturaux et sensoriels, hein, on installe le bébé, on voit très bien comment dans nos séances, parfois des bébés arrivent au tapis complètement écrasés au sol et simplement par du posturage, hein, ça peut être juste nos mains, hein, il n'y a pas forcément besoin d'autre chose dans le posturage. Ils peuvent venir libérer la motricité de l'enfant, le rendre acteur, hein, on voit des enfants qui à ce moment-là peuvent coordonner les mains alors que c'est des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Et ça, on en a parlé et on sait bien combien la coordination bimanuelle est importante et une chose qu'on favorise tout le temps. Donc, pour développer toutes les coordinations, hein, je parle du bimanuel, mais bien sûr, il y a le haut-bas, hein, les pieds dans la bouche, ça avec le bassin. Comment, en donnant des appuis posturaux et sensoriels, hein, quels sont les flux sensoriels qui entrent et qui l'intègrent, comment il va favoriser toutes les explorations et les explorations sont le socle des apprentissages du développement psychomoteur précoce, mais des apprentissages futurs. Hein, vraiment, nous, on milite beaucoup pour la prise en soin la plus précoce possible, puisqu'on a aussi toutes vu même si aujourd'hui on est spécialisé sur les tout petits, on a toutes vu dans nos consultations ou au cours de nos parcours professionnels, des enfants qui arrivaient à 6, 7, 8 ans avec beaucoup de restes de tout ça et qui, bien évidemment, auraient pu avoir un chemin complètement différent si ça avait été pris en charge de façon précoce. Petite parenthèse fermée. Les sollicitations sensorielles adaptées pour une meilleure régulation tonique, hein. La régulation tonique, la régulation tonico-émotionnelle, c'est notre outil le plus précieux, nous, psychomotriciens, dans le travail auprès du tout petit, hein. Ce dialogue tonico-émotionnel qui est le support qui vient soutenir les premières interactions, développer la communication, la construction précieuse d'un arrière-fond sécure. Donc tous ces outils-là, tous ces interventions-là auprès de l'enfant sont là pour le soutenir, pour prévenir, pour repérer et éventuellement pour rectifier la trajectoire de développement. Ça, ce sont des éléments, comme le disait Halima, qu'on peut aussi voir déjà dans le bilan, hein. Les séances de psychomotricité, c'est pas quelque chose forcément hyper fréquent, hein. Selon les enfants, on peut se dire bon bah on le verra une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines. On peut faire le bilan et puis après pouvoir voir l'enfant plus ponctuellement. Certains, on les verra toutes les semaines. On n'agit pas comme peuvent le faire parfois les kinés en précocité sur 1 voire 2 séances par semaine parce qu'il faut y aller, c'est le moment d'y aller. Nous, les choses peuvent être un peu plus lissées. Donc, c'est aussi comme ça que les choses s'articulent entre kiné et psychomote, qui est une question qui revient assez fréquemment, et comment tout le travail
précieux qui est fait par les kinés peuvent être intégrés dans le vécu corporel de l'enfant dans nos séances de psychomotricité. La diapo suivante. Voilà, rapidement, on voulait vous parler de cette feuille de synthèse Cocon qui est la feuille qui rentre dans Spico et qui permet de recenser tous les éléments à l'issue de nos bilans. Donc, ça, c'est une feuille qu'on a construite avec le grand groupe des psychomotriciens Cocon. Donc, chaque psychomotricien utilise ses propres outils d'observation, qualitatifs et quantitatifs, donc les échelles qui sont validées, le BLR, la DF-MOT, le Bayley 4, qui nous permettent d'avoir des âges développementaux, le profil sensoriel, l'analyse des mouvements généraux, de la motricité spontanée. À partir de là, il y a aussi la rédaction d'une fiche synthèse qui reprend tous ces éléments-là et avec pour objectif très simple d'avoir une trame commune identifiable et de simplifier la lecture pour tous les autres professionnels qui font partie du cercle de soins. Donc, pour revenir et un petit peu synthétiser tout ça, ce que j'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, c'est que les axes de prise en soin sont là pour accompagner les interactions parent-bébé auprès du parent, auprès du bébé et bien sûr les deux ensemble. L'accompagnement s'adapte à chaque séance. On part à chaque fois de là où on est l'enfant à ce moment-là de la séance, à l'évolution de l'enfant, aux besoins, les attentes des parents. On co-construit avec eux. Ce n'est pas eux qui guident notre prise en charge parce qu'on a nos objectifs en tête, mais on co-construit toujours avec eux. Et on est sur un suivi de prévention donc qui est plus espacé, comme je disais tout à l'heure, et toujours en lien, en travail pluridisciplinaire, les pédiatres, la PMI, les autres paramédicaux, et les lieux de socialisation, d'où toujours la pertinence de l'utilisation de ce logiciel Spico, qui permet cette mise en lien plus facile. Voilà, et vraiment, on est là sur ce temps-là de la séance de psychomotricité, où on repart de là où en est l'enfant à ce moment-là. Et puis, nos séances durent environ 45 minutes, voire à 1 heure pour la séance complète. Enfin, ça dépend. Souvent, on part sur 45 minutes. Mais ça laisse aussi le temps aux parents de poser le bébé, de l'installer, pour nous aussi de réinstaller le bébé, de justement guider le parent, comment il peut faire pour installer son bébé sur le tapis. On laisse le temps aux parents et à l'enfant de s'installer au sein de nos séances. Voilà. Je vais relaisser la parole à Marie qui va rapidement nous présenter un petit cas clinique si on a 2-3 minutes. Oui, très Juste rapide. avant que peut-être Oui. tu commences, je vais juste vous dire si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez nous les écrire en bas de votre fenêtre Zoom. Vous avez Q et R. Et là, c'est avec une icône message. Là, si entre-temps vous avez des questions comme ça, on pourra les regarder entre-temps et répondre avant de terminer ce webinaire. Oui, voilà, rapidement parler voilà, du cas d'une petite fille que j'avais rencontrée en néonat à Montpellier, qui était née à 27 semaines, donc qui a passé à peu près 7 semaines dans des secteurs type réanimation, soins intensifs, donc séparée de ses parents qui rentraient dormir chez eux le soir avant de pouvoir passer 4 semaines en chambre avec ses parents et 1 semaine en hospitalisation à domicile. Une petite fille, du coup, qui pendant son parcours a pas du tout interpellé, hein, voilà, parcours classique, aucune complication. Des parents quand même qui pleuraient beaucoup, notamment l'alimentation qui avait du mal à se mettre en place, le sein qui- qui n'arrivait pas à se mettre en place, une petite fille qui n'arrivait pas à s'alimenter au sein. Des parents euh, qui souhaitaient pas, quand on leur proposait de voir un psychologue, d'avoir de consultations avec elle. Et voilà, donc une petite qui classiquement sort quoi, chez elle sans prescription de soins aucune. Et en fait, bon, j'ai eu la chance de la revoir parce qu'on organise un petit groupe avec les enfants anciennement hospitalisés, avec une éducatrice de jeunes enfants et une puéricultrice euh, pour les enfants qui sont du coup euh, proches du secteur de Montpellier. Euh, et, euh, et donc, dans ce groupe, je la vois, on voit bien qu'il y a des raideurs, des petits points serrés, une asymétrie, euh, des parents qui ont du mal à trouver leur ajustement avec leur enfant, etc.
Et mine de rien, le temps d'avoir un bilan psychomoteur, ben, il faut qu'il y ait la consultation à 3 mois. Si rien n'avait trop été repéré, donc la consultation à 6 mois. Et donc, c'est qu'à 6 mois qu'elle a son premier bilan psychomoteur, où on peut donner tous les conseils, etc., aux parents, mais déjà des choses qui se sont installées, des difficultés d'alimentation, des comportements avec une petite fille qui se frappe fortement la tête au sol, des parents qui ont du mal à trouver comment s'ajuster. Puis le kiné n'aura lieu qu'à 7 mois. Donc, voir un petit peu, en fait, comment euh, ben, voilà, ce soutien un peu plus précoce, on va dire, aurait permis de guider un peu mieux son développement. Du coup, une petite fille qui s'est mise à marcher à peu près à 19 mois, encore beaucoup de raideur, au niveau comportemental, toujours pas très évident, mais avec quand même cette photo que j'ai prise, donc je crois qu'elle avait 18 mois à ce moment-là, euh, sur les genoux de ses parents, où on voit quand même que mine de rien, avec les moyens du bord, on a quand même réussi à soutenir cette interaction, cette petite fille qui arrive à se redresser, rejoindre ses mains, et dans un plaisir du coup, d'interaction avec ses parents. Voilà. Oui, pardon, je vais pas faire la deuxième présentation parce qu'on a déjà bien avancé. Bien, ben, merci. Alors, on va peut-être passer aux questions, hein. Donc là, vous avez donc l'ensemble des référents donc, auxquels vous pouvez vous adresser si vous avez besoin. Voilà, et moi, entre-temps, je vais dire, Anima m'a demandé de vous dire que très bientôt, vous allez recevoir un save the date pour le prochain atelier médecin référent à l'Ouest, donc à Toulouse. Je vais vous dire déjà que ça va être un jeudi fin mai. On doit encore vraiment confirmer bien la date, mais dès qu'on a la confirmation, je vous enverrai le save the date et ensuite le lien pour vous inscrire. Il y en aura un aussi sur Montpellier, mais on n'en a pas encore la date, hein. Ce sera à peu près dans les mêmes périodes, hein, mais enfin, mes débuts juin. Ouais, je voudrais juste rajouter que bon, le grand groupe des psychomotriciens, il est fait un peu pour travailler, pour formaliser des outils aussi pour le parcours Cocon, mais aussi qu'on a à cœur que tous les professionnels de la grande région puissent euh, se joindre à nous et que dans notre groupe aussi, on développe un peu l'idée de partenariat, de tutorat et qu'on sait qu'il y a des professionnels à l'Est qui ont un peu moins l'habitude qu'à l'Ouest du fait que nous ayons bénéficié des dérogations tarifaires depuis 15 ans. Donc, on fait des choses déjà dans une pratique précoce, mais aussi on a construit des liens entre médecins, professionnels, paramédicaux et qu'il y a peut-être quelque chose à construire encore du côté de l'Est de la région et que nous, on peut être là un peu en support aussi pour développer cette pratique psychomotrice avec vous. Merci Nathalie. Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, on vous laisse et si jamais, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail soit à moi ou voilà, même vous avez tous les contacts donc au pédiatre et Alors, ah oui, il y a quelque chose. voilà. Merci. Non, non, Ok. c'était un remerciement. Voilà, ben, nous aussi, on remercie toutes les personnes qui ont pu participer à ce webinaire et donc qui nous ont écoutés. Et on espère que ben, ça va susciter effectivement des questions plus tardivement. Et puis, ben, que ça suscitera aussi des prises en soin, en tout cas, des orientations en psychomotricité. Voilà, donc la liste des professionnels donc qui a conventionné avec le réseau et donc qui participe à l'expérimentation Cocon est donc remise à jour tous les 15 jours sur Spico. Donc, vous pouvez donc
voir à chaque fois si vous avez effectivement un professionnel qui est proche du domicile des parents, donc qui pourrait effectivement prendre en charge l'enfant, puisque c'est vrai que ce sont des prises en soins qui nécessitent d'être pas trop loin du domicile des parents. Merci. Merci encore. Merci. Merci, Merci. au revoir. Merci, Au revoir. au revoir.